Bonjour à tous, à toutes, bienvenue. C'est donc, je le disais, notre deuxième conférence de l'Observatoire de l'information et des stratégies d'influence de l'IRIS. La dernière conférence avait eu lieu au mois de novembre. Elle parlait de géopolitique de l'information. En fait, cet observatoire est tout récent. C'est un des bébés de l'IRIS. Et il est tout récent parce qu'il a à peine un an, hein. C'était au mois d'avril, on a démarré. On a démarré évidemment sous la pression de devoir répondre aux problèmes de l'information, des stratégies d'influence, de la désinformation. On a démarré d'ailleurs poussé aussi par les élections en Roumanie et événement quand même peu traditionnel d'annulation d'élections dans un pays qui est membre de l'Union européenne. C'était en novembre 2024. Nous avons poursuivi un travail autour de l'Italie. On s'est posé la question sur est-ce que les 5 étoiles qui ont été au pouvoir en Italie ont été un laboratoire d'un populisme numérique. Donc, et puis après, évidemment, nous avons été rattrapés par le travail sur l'intelligence artificielle, la désinformation, comment travailler sur l'image, la décrypter. La guerre en Ukraine également, on a travaillé sur cette question de la désinformation et des vidéos qui sont développées sur le front pour l'arrière. La désinformation également en Estonie, parce que ça a été les premiers en 2007 à être victimes d'une cyberattaque de la part des Russes. Et ils sont en première ligne, au moins sur le plan géographique, collés à la frontière russe. Et puis nous avons également travaillé sur les problèmes de désinformation dans le domaine de la santé, qui sont des questions fondamentales, qui sont peu abordées. Et maintenant, avec un ministre de la Santé, en particulier aux États-Unis, qui est Robert Kennedy Jr., qui est un anti-vax connu. Et c'est d'ailleurs Hélène Pédèche, qui est ici présente ce soir, qui avait travaillé sur cette question. Et dans quelques jours, on publiera, toujours sur le site de l'Observatoire de l'information et des stratégies d'influence, un texte sur la Chine, l'influence de la Chine en Afrique de l'Ouest, francophone, comment la Chine aussi désinforme de façon peut-être moins visible que la Russie, mais désinforme quand même. Et ça a évidemment des conséquences politiques et géopolitiques sur la région. Alors, on s'est dit, parce qu'on est très malin, tiens, il y a des élections municipales, il y a peut-être de la désinformation. On avait déjà été alerté par des rapports, en particulier les rapports de RSF sur cette question. Vincent Berthier est présent. Bonsoir. Vous êtes responsable du bureau technologie et journalisme à RSF et en novembre, donc il y a peu de temps, RSF a écrit un rapport sur la désinformation avec pointant du doigt des dizaines de faux sites. Donc je pense que sur tout ça, on y reviendra tout à l'heure, mais c'est un élément très important. Sébastien Grosmaître, également présent. Bonjour, vous êtes Bonjour. rédacteur en chef de Ouest France. Alors, je ne sais pas s'il faut présenter Ouest France, c'est le plus grand journal français. C'est même le premier quotidien francophone au monde. Donc voilà, autant dire que c'est important parce que d'abord, vous avez été victime de désinformation, vous nous en parlerez avec, entre autres, une vidéo au mois d'octobre dernier, mais aussi parce qu'on est sur des élections municipales et que, évidemment, la PQR, c'est-à-dire la presse quotidienne régionale, est en première ligne dans cette possibilité, cette difficulté de lutter contre la désinformation. Général Bruno Courtois, bonjour. Vous êtes conseiller défense de Sopra Steria, qui est une entreprise de conseil. Vous êtes coordinateur du cercle PEGAS, PEGAS, qui est un think tank, hein, qui travaille sur la menace informationnelle. Et il y a quelques jours, vous avez révélé un travail qui a été fait par l'Institut Verian, qui est l'ancienne Sofres, qui est une entreprise de sondage sur les Français et les municipales. Alors, c'est pas seulement la désinformation, c'est un ensemble, mais ce qui nous intéressera, et je pense que vous nous en ferez part, on pourra le partager, c'est ce qui est dit justement sur ces dangers de désinformation. Et puis enfin, Hélène Pédèche, je vais parler de vous tout à l'heure, hein, vous êtes membre de l'Observatoire de l'information et des stratégies d'influence à l'IRIS, vous avez déjà travaillé sur les questions de santé, et là, sans doute, on vous interrogera tout à l'heure sur tout ce qui est hors Russie,
En termes de désinformation, évidemment, on est beaucoup focalisé sur, Poutine et sa guerre en Ukraine, mais la désinformation ne se limite pas, la volonté russe. Il y a également d'autres pays qui travaillent sur ces questions, y compris des pays amis ou ex-amis comme les États-Unis. Alors tout de suite, peut-être Vincent Berthier, peut-être on démarre avec vous. Heu, Ce rapport sur la désinformation, des dizaines de faux sites, tout ça, c'est quelque chose que 4 mois après, puisque c'était au mois de novembre, c'est toujours d'actualité, enfin plus de 4 mois après, c'est toujours d'actualité. Bonsoir. Écoutez, oui, 4 mois après, c'est toujours d'actualité comme problématique. Ce n'est plus d'actualité d'un point de vue opérationnel, puisque on avait analysé la production de 85 sites en novembre. La plupart de ces sites ont été mis hors service courant de la fin du mois de janvier. Ce qui les avait empêchés d'être extrêmement productifs, hein, puisque dans le rapport auquel vous faites référence, on parlait de 85 sites qui produisaient 13 000 qui avaient produit 13 000 articles depuis le mois de mars 2025. En janvier 2025, ils ont produit 24 000. Donc, on était quand même sur un réseau qui était qui avait une capacité de production extrêmement soutenue, qui était de toute évidence coordonnée, puisqu'ils publiaient, tous ces sites publiaient comme un seul homme à partir de 10 heures du matin, et sur des thématiques, ils se reprenaient les autres. Peut-être pour expliquer un peu ce qu'était ce réseau, Oui, bien sûr. aussi, c'est un réseau qu'on avait euh, finalement décelé dans un rapport d'une entreprise de cybersécurité qui s'appelle Recorded Future, qui parlait de campagnes de désinformation donc, sur des usurpés des codes de la presse régionale. Et donc, en fait, on avait décidé, nous, de les compter pour voir lesquels étaient actifs et surtout, qu'est-ce qu'ils produisaient finalement, ce dont on parle assez peu. Quand on parle de désinformation, souvent, on aborde la question de la désinformation par la qualité, si j'ose dire, c'est-à-dire quel est le message et quel est l'effet de cette désinformation en termes de retranscription dans le débat public. Mais finalement, on a assez peu l'occasion de parler du volume. Et donc, nous, on a utilisé nos outils de veille et d'analyse, et on a pu établir ces chiffres. 85 sites encore actifs dans le réseau dont on parlait Regardis Futur, 13 000 publications, et identifier des pics de publications qui étaient assez intéressants. C'est-à-dire que, en fait, plus on parlait de ce réseau, plus il produisait. C'est-à-dire que ce réseau, il avait été rendu public une première fois dans le courant du mois d'octobre 2025, et à partir de là, on a vu un pic de production sur ce réseau. Et après, nous, on a pu assister à un autre pic qui suivait en fait la publication de notre propre étude sur ce réseau. Donc, on voyait que ce réseau était très sensible aussi au fait qu'on parle de lui. Pour reprendre un peu sur la qualité, la teneur du discours, on est sur un discours qui va valoriser trois sujets. Le premier, c'est la glorification de Vladimir Poutine. Le deuxième, c'est la critique de tout ce qui ressemble à tout ce qui représente en fait le pouvoir ou l'autorité en France, une critique, un dénigrement en fait, qui est cynique et qu'on se comprenne bien, c'est pas une critique qui est de l'ordre de la critique journalistique argumentée qu'on peut retrouver de manière tout à fait classique dans la presse. Là, on est sur une critique du style Emmanuel Macron est un homme corrompu. Point. On n'est absolument pas dans du journalisme. Euh, et le troisième sujet, c'était aussi le fait d'avoir pardon des sujets plutôt anxiogènes comme des faits divers, par exemple. On a également des valorisations de Donald Trump et de la politique américaine qu'il mène. Ce qui était intéressant, c'est que l'ensemble de ces sites usurpaient ce que nous on appelait des codes qui évoquent la presse régionale. On avait un site qui s'appelait Actualité provençale, par exemple, et qui prenait un peu cette mise en forme très très sobre. Tous les sites étaient faits dans les moules, quasiment. Mais finalement, ne traitaient pas spécialement d'actualité régionale. Donc on aurait pu s'attendre à un travail un peu sophistiqué de tel site s'appelle provençale, donc on va produire de la désinformation qui va être euh, ancrée dans l'actualité provençale. Pas du tout. On pouvait avoir des sujets de Bretagne, de France,
Et ça, c'est une constante qu'on a observée dans tout ce réseau. C'est-à-dire des médias qui usurent les codes de la presse régionale, mais qui finalement produisent des contenus en masse, qui sont pas systématiquement faux et mensongers d'ailleurs, mais qui sont tous fortement anglais et qui en fait reprennent très certainement avec intelligence artificielle des articles de presse pour les transformer en pamphlets qui reprennent des éléments de propagande. Hmm. Sébastien Gromette, vous, c'est directement une vidéo qui, et comme disait Vincent, on copie aussi les grands titres de la presse. Et on peut se tromper. Hein, on n'a pas affaire à Ouest France, au vrai Ouest France, on n'a pas affaire au vrai Est républicain ou au vrai Nice Matin. Mais là, plus concrètement, vous, dans votre rédaction, vous avez été touché par ça. On voit bien que ces agences tentent de toucher deux cibles. C'est à la fois les institutions avec le processus électoral d'un côté, et puis les médias qui, quelque part, participent du processus démocratique et qui sont concernés un petit peu comme étant des éléments de confiance dans la population autour de ça. Et donc, nous, on a découvert ça assez, on va dire, de façon assez brutale au mois d'octobre, où on a été alerté par l'AFP, notamment pour une vidéo qui circulait sur X. Et cette vidéo est une contrefaçon qui reprenait des images qu'on avait nous-mêmes montées concernant la présentation du nouveau gouvernement Le Cornu. Et puis, chaque ministre était affublé d'une allégation, soit d'escroquerie, soit de fraude, en sous-titre de sa présentation. Donc, tout ça avec les codes de la charte graphique Ouest France. Et donc, ça circulait sur un faux compte sur X. Et donc, on a été alerté autour de ça. Donc, le premier réflexe, évidemment, c'est la surprise, c'est de se demander d'où ça vient. Et puis après, on rentre en action. Entrer en action, pour nous, ça veut dire faire des constats d'huissier, ça veut dire déposer plainte, entrer en contentieux autour de ça, ne pas relayer cette information parce que quelque part, quelquefois, ce qu'ils attendent justement, c'est qu'on leur donne une caisse de résonance. Donc, il ne faut pas être amené à venir nourrir la bête et lui donner un écho plus fort qu'il n'y paraît. Mais c'était quand même dans ce qui a été dit pour l'heure et les études qui ont été menées à la fois par RSF ou Pégase, ça illustrait bien très concrètement cette montée en force exponentielle de ces manœuvres de pollution de l'espace d'information et de désinformation et à laquelle il faut qu'on se prépare davantage. Nous, on l'avait déjà perçu autour notamment des réseaux sociaux et dans l'interactivité qu'on pouvait avoir avec nos internautes sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook, où on voyait une explosion, notamment de l'interactivité très haineuse ces derniers mois, dont on percevait bien qu'elle pouvait provenir soit de faux comptes, soit de faux nez autour de ça, et sur des sujets évidemment à caractère émotionnel ou évidemment à caractère clivant, que ce soit la sécurité, que ce soit la santé, que ce soit le pouvoir d'achat, les sujets autour du Mercosur, autour des choses où effectivement qui amènent, ou encore Gaza ou ce genre de choses extrêmement clivantes et qui amènent à polariser énormément la population. Donc, ce qui était important pour nous, c'était de pouvoir bien mesurer ces nouveaux codes de la désinformation, parce que la désinformation, elle a toujours existé, elle n'est pas nouvelle, mais elle emprunte de nouveaux codes qui sont démultipliés aujourd'hui par l'IA et d'engager, chez nous en tout cas, à la rédaction, des actions pour pouvoir à la fois monter en compétences et nous armer à la fois pour mieux expliquer ça et également pour combattre ces phénomènes qui viennent vicier l'espace d'information en France. Oui, ça veut dire, Sébastien Gromette, que, comme disait Vincent Berthier, c'est pas forcément une information totalement fausse, mais c'est une information qu'on peut déformer, aller dans le sens justement d'un climat de dénigrement, mais à la base, ça peut être une vraie situation, elle n'est pas complètement inventée. Non, ça part toujours d'un fait un peu réel, mais qui va venir jouer sur l'indignation. Et je pense que c'est le ressort. Ça m'indigne, comment c'est possible? Et de fait, ça vient brouiller les repères autour de la confiance dans les institutions d'une part et de la confiance dans les médias de l'autre. Et je crois que
effectivement, c'est une stratégie qui est extrêmement claire, élaborée, et qui vient essayer de bousculer le processus démocratique qui est nous. Une démocratie, c'est déjà fragile, c'est quelque chose qu'il faut pouvoir entretenir. On essaye chacun à notre d'être un maillon de la chaîne de cette démocratie-là, et on voit que les acteurs de la démocratie sont attaqués, soit directement, soit indirectement, et toujours sur un phénomène d'actualité qui va venir polariser la population. Mais là, par exemple, sur les municipales, puisque on est maintenant à 10 jours, hein, bon, c'est vrai que l'actualité, elle est ailleurs, hein, c'est la situation internationale, mais est-ce que là, parce qu'on est à 10 jours, il y a des choses qui viennent? Bah, euh, peut-être tant mieux, on est un peu déçu de ne pas voir, et c'est très bien, Vous plaignez pas. ce qui pouvait être en tout cas très, très, très craint autour de ça. Effectivement, nous, on a fait un vrai travail avec Viginum, notamment. Vous connaissez Viginum, qui est le service qui a compétence nationale, qui est rattaché au secrétariat général de la Défense et de la Sécurité nationale, avec qui nous, on a fait un travail de rencontre avec nos équipes pour qu'ils nous expliquent quels sont les différents codes de la désinformation aujourd'hui, aussi bien les faux sites locaux, comme est évoqué par Vincent, que l'usurpation des vrais médias, le fait aussi de pouvoir décourager du processus de vote, ou même de nouveaux phénomènes que vous avez évoqués tout à l'heure, qui étaient empruntés en Roumanie, autour des influenceurs. On peut avoir des agents dormants, influenceurs, qui vont pouvoir relayer des choses autour de ça. Donc on se disait, et on était prévenu autour de ça, il y a un processus électoral qui arrive, qui est celui des municipales, pour lesquelles la presse, notamment nationale, mais quotidienne régionale, est très attachée et suit beaucoup. On risque d'avoir des actions autour de ça sur le processus électoral qui serait une forme de répétition avant la présidentielle. L'année Donc prochaine. voilà, on a fait aussi un travail avec l'AFP là-dessus. Mais vous l'avez dit vous-même, l'actualité ces dernières semaines, elle a été extrêmement forte à l'international et au national, et elle cumulait à la fois évidemment, l'Ukraine, c'est évident, mais il y a eu Gaza, Israël. Tout récemment, il y a eu l'Iran de façon encore plus récente, mais il y a eu l'affaire Epstein notamment, et sur lesquelles il était beaucoup plus facile, je pense, pour des agences numériques étrangères de venir se greffer plutôt que d'aller sur un processus électoral français qui est plutôt morcelé parce que ça reste des municipales. Il y a pas, vous voyez, il n'y a pas de prise sur un sujet extrêmement national autour de ça. Donc on a pu voir des choses, des petites choses éparses, mais ça n'a pas été pour l'heure en tout cas quelque chose qui a pu être massif ou qui a pu être signifiant. En tout cas, vu de notre fenêtre à nous. Merci Sébastien. Alors, Général Bruno Courtois, donc je le disais, l'Institut Verian qui a fait un sondage sur les municipales et les Français, mais ce qui nous intéresse dans ce sondage que vous avez eu la gentillesse de nous montrer il y a quelques jours, et encore une fois, ils vont le publier dans le quotidien L'Opinion dans les jours qui viennent. Ce qui nous intéresse, c'est la partie justement des informations. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Écoutez, bien volontiers. D'abord, bonsoir à vos auditeurs. Si je puis me permettre, cher Gérard, je me permets simplement de modifier. Soprasteria, c'est une société de services numériques. Et en tant que société de services numériques française, elle s'est motivée il y a plus de 3 ans maintenant pour apporter sa pierre à l'action de résistance et de résilience française face à la menace informationnelle. Voilà, donc simplement pour vos auditeurs, de façon un peu schématique, mais je crois que la menace informationnelle, elle s'inscrit dans ces contextes de guerre hybride qui nous sont menés aujourd'hui sous le seuil de l'affrontement armé par des adversaires tout à fait désinhibés sur lesquels on pourra revenir. Il y a bien évidemment les Russes, mais il y a aussi les Iraniens et d'autres. Et donc, leur action permanente, c'est vraiment à chaque fois de nuire, de faire en sorte que l'image donnée de nos dirigeants soit mauvaise. Tout est bon pour défaire et nuire à nos démocraties occidentales, et en particulier à la France, dont l'image rendue, la France qui pèse dans le monde, la France grande démocratie, est pour ces États autoritaires ou ces groupes criminels tout à fait insupportable. Donc du coup, le cercle Pégase, donc porté par Soprasteria sur ce thème de la menace informationnelle, donc effectivement, on a organisé un événement sur ce sujet mardi. Donc effectivement, on a pu approfondir ce sujet, et comme vous l'avez dit, en ouverture de cet événement, l'Institut Verian, la personne de Guillaume Caline, a bien voulu venir effectivement évoquer des chiffres qui sont tout à fait passionnants sur ces sujets de les municipales et
et la désinformation. Alors du coup, ce qui est intéressant quand même, c'est de se dire, d'abord, un Français sur deux dit qu'il a déjà échangé lui-même avec son maire. C'est-à-dire que, y compris un peu moins dans les communes de plus de 100 000 habitants, mais quand même, donc il y a un contact. Ce contact, souvent, il crée la confiance, et ce qui explique que, d'ailleurs, parmi les élus, les maires sont les élus préférés des Français, donc avec 73% d'opinion favorable. Donc il y a un lien de confiance quand même qui s'est établi, ce qui est très important dans le processus de désinformation, puisque la désinformation, elle, son objectif justement, elle fleurit, elle s'épanouit sur la défiance. Donc c'est vraiment l'inverse. Pour autant, ce que nous disait aussi Verian, c'est que à une semaine du scrutin, les Français se sentent plutôt mal informés. Et donc, sur ce sujet des problèmes portés par les élections municipales, les 3 vecteurs les plus importants d'information, et là, par contre, c'est peu favorable à une information validée, c'est l'affichage, donc là, plutôt rien à dire, le bouche à oreille et les réseaux sociaux, et en particulier Facebook. Voilà, qui sont décrits comme par les Français comme les principaux moyens de s'informer sur ces sujets. Donc, vous identifiez tout de suite qu'il y a une vraie vulnérabilité possible à la désinformation dans cette phase d'information sur le sujet qui se fait tardivement. Puisque les élections municipales, c'est aussi un point qui avait été souligné par Marie Récal, la députée qui était présente de la Gironde, disant que les Français, sur ce sujet des municipales, se motivaient tardivement. Voilà. Et ensuite, enfin, quelques autres chiffres intéressants. D'abord, les Français qui, pour 34% d'entre eux, reconnaissent qu'ils ont été exposés à de la désinformation au niveau local. Donc, on peut tout à fait imaginer, effectivement, ce que décrivaient Vincent Berthier et Sébastien Grosmaître avant, par le biais, effectivement, de faux sites, de faux référencements, etc. 47. Alors, en fait, dans la pratique, ils disent aussi que cette exposition à la désinformation, elle se fait très souvent dans le cadre de conversations privées. Donc, on est vraiment dans le cadre du bouche à oreille. Voilà, ils se disent inquiets d'ingérence étrangère pour 47% d'entre eux, notamment lors des municipales, notamment via les réseaux sociaux, mais aussi vers les médias traditionnels. Voilà, et en particulier la crainte sublime, un peu la crainte subliminale, c'est la remise en cause du résultat des élections. C'est un peu le cauchemar roumain à l'échelon local finalement. Voilà. Et enfin, mais ça c'est rassurant ou drôle, 72% des Français se disent, eux, aptes à faire face à de la désinformation, à la détecter, à pas se faire avoir. Et pour autant, ils considèrent que seuls 23% de leurs voisins immédiats en seraient capables. Donc voilà. Donc, vous voyez ce phénomène à la fois défiance-confiance, élection locale, je connais mon maire, et puis je sais faire face, mais mon voisin sûrement pas. Voilà. Merci, Général. Dites-moi, il y avait un autre aspect, moi, qui m'avait frappé, justement, dans ce que vous citez. C'est aussi l'idée que beaucoup de désinformations qui passent par les réseaux sociaux, passent par Facebook. Oui, c'est ça, absolument. Et Facebook, c'est quand même, a priori, c'est les gens qui votent, c'est-à-dire c'est ni les très jeunes, ni les plus anciens, c'est plutôt la génération intermédiaire, c'est celle qui vote. Et finalement, on a l'impression que c'est là-dessus que ceux qui veulent faire de la désinformation mettent un peu le paquet, alors que semble-t-il les jeunes, alors peut-être parce qu'ils sont nés avec ces réseaux sociaux, sont pas très inquiets de la désinformation, parce qu'ils considèrent que ils sont suffisamment agiles pour voir que bon, TikTok, ça les fait rire, mais c'est pas là où on a la vraie information, etc. Il y avait un peu cette idée de générations différentes, et en fonction de ces générations, ceux qui veulent faire de la désinformation ciblent plutôt cette génération plutôt qu'une autre. En réalité, vous avez raison, c'est plutôt notre génération, cher Gérard, qui est le plus vulnérable, puisque c'est nous qui sommes pas nés avec, donc on n'est pas forcément très à l'aise. Et donc et c'est vrai que c'est nous qui pouvons être tentés de relayer. Vous savez, c'est tellement simple de transférer, faire suivre, etc. Voilà, la jeunesse, effectivement, nos jeunes, effectivement, c'est plutôt natif chez eux, les réseaux sociaux, l'IA, etc. Maintenant, il y a quand même aussi un sujet qui est un sujet connexe qu'on n'avait pas évoqué mardi, mais qui est quand même la fragilité psychique de la population, et en particulier la fragilité psychique d'une partie de la jeunesse. Vous notez qu'il y a quand même plus, je crois, de 20% des jeunes qui ne terminent pas leurs études. Il y a cette vulnérabilité aux écrans, ces addictions qui font que, certes, ils sont nés avec ça, c'est natif, mais pour autant, il y a aussi des vulnérabilités qui portent, alors pas tous, évidemment, mais dans une proportion quand même importante, qui fait que ça développe chez eux une autre forme de vulnérabilité. Merci, Général. Alors, Hélène Pédèche, on a
envie de vous dire, bon, d'accord, on connaît, on sait, on a beaucoup analysé, on a beaucoup publié sur surtout depuis la guerre en Ukraine, hein, sur la désinformation russe, mais il n'y a pas que les Russes quand même qui pratiquent la désinformation. Non, il n'y a pas que les Russes, il y a d'autres acteurs qui sont susceptibles de mener des ingérences à l'occasion des scrutins en France et en Europe, hein, d'ailleurs. Ça ne veut pas dire qu'ils le font. En tout cas, c'est pas forcément documenté pour l'heure. Mais on peut considérer que tous ceux qui entendent discréditer notre modèle démocratique et qui veulent faire penser à un déclin de l'Occident vont facilement plonger dans la désinformation. Alors à ce stade, il y a que des menaces, il y a des tentatives possibles, mais il n'y a pas de preuves, en tout cas pas de preuves officielles en France d'une quelconque opération massive, structurée, qui viserait en l'occurrence les élections municipales. Parmi eux, vous avez cité tout à l'heure, Gérard, la Chine, qui est quand même un bon désinformateur, un acteur de désinformation majeur, et pas seulement en Afrique. Alors, il mène depuis longtemps, hein, ce pays, des opérations d'influence en France. Ça a été notamment pas mal documenté par l'IRSEM, hein, l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire. Mais il y a eu un cap en France, à mon sens, au moment des Jeux Olympiques de Paris 2024, avec notamment, et ça c'est documenté par Viginum, un recours non transparent à des influenceurs qui disposaient d'une forte audience, et tout ça pour amplifier la diffusion de contenu et toucher une audience plus large. Alors, je peux citer deux exemples. En juillet 2024, Viginum a identifié sur X la diffusion coordonnée par des centaines de comptes d'influenceurs de narratifs en langue anglaise qui dénonçaient la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris en les comparant à ceux des JO de Pékin de 2008 et évidemment à l'avantage de l'événement chinois. Et ça a été pas mal regardé puisque ils auraient enregistré 7 millions de vues. Un autre exemple, c'est le recours à des comptes inauthentiques, des bots, des trolls, sur plusieurs plateformes chinoises qui à l'époque diffusaient des narratifs en mandarin et qui affirmait que 92% des équipements et des produits dérivés des Jeux Olympiques étaient faits, made in PRC. Alors tout ça, pourquoi ? En fait, pour mettre en avant l'industrie chinoise qui serait indispensable à la bonne tenue des Jeux Olympiques. Donc la Chine sait faire, mais pour le moment, il n'y a aucune opération d'ingérence numérique étrangère qui a été détectée, en tout cas pas en lien avec les élections municipales. En fait, peut-être que ça s'explique parce que son leitmotiv, c'est surtout servir ses intérêts économiques et culturels. Donc, les élections municipales, on n'est pas vraiment dedans. Sauf que, il y a quand même un intérêt économique pour la Chine et il se trouve en Nouvelle-Calédonie parce que l'Empire du Milieu aimerait bien voir fermer les mines de nickel qui sont en Nouvelle-Calédonie pour éliminer toute concurrence. Et effectivement, les territoires ultramarins français vont être à surveiller au moment des deux prochains scrutins, celui des municipales et la présidentielle de 2027, d'autant que la Chine n'est pas la seule à s'y intéresser. Il y a aussi l'Azerbaïdjan. En février 2025, il y a un an, il y a eu un rapport de l'Assemblée nationale qui, s'appuyant lui aussi sur des études de Viginum, a démontrer que la France était directement la cible d'ingérence étrangère dans les territoires d'outre-mer et aussi en Corse. Alors pourquoi ? Parce que le pouvoir azéri n'a pas du tout apprécié que Paris condamne l'attaque azérie contre le Haut-Karabakh en septembre 2023. Et en représailles, semble-t-il vivement encouragé par Moscou aussi, l'Azerbaïdjan, depuis, dénonce à tout va l'impérialisme français, notamment dans le Pacifique. Alors en 2024, le Parlement azéri a réclamé l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie et de la Corse, tout dans le même temps, le pouvoir azéri soutient les mouvements indépendantistes, le FLNKS, nationais en Corse, et via notamment Sébastien Grosmaître évoquait tout à l'heure le terme, via un FONE, un espèce d'agent sous-traitant qui s'appelle BIG, groupe, c'est le groupe d'initiative de Bakou. Et tout ça sur notamment donc un terrain explosif qui est celui de la Nouvelle-Calédonie. Alors là aussi c'est documenté, je vais pas refaire toute l'histoire, mais il y a des narratifs inauthentiques
qui renvoie régulièrement au passé colonial de la France, avec en filigrane le message pourquoi la France reproche à l'Azerbaïdjan d'occuper le Haut-Karabakh alors qu'elle-même, elle occupe la Nouvelle-Calédonie. Voilà. Et puis, on se souvient qu'en février 2024, il y a eu des émeutes très sévères en Nouvelle-Calédonie, meurtrières. Et à cette occasion, ont circulé de nombreux messages sur les réseaux sociaux avec des fausses photos, des fausses images qui étaient accompagnées de commentaires du style les policiers français tuent, la France mène une politique raciste, si bien que ça a alimenter l'instabilité sur place à tel point que le Haut Commissariat à l'époque a décidé temporairement de bloquer TikTok. Donc voilà. Des situations similaires ont été observées en Martinique après les manifestations relatives à la vie chère. Sébastien Gromette vous disait tout à l'heure que effectivement tout ce qui est inflation, vie chère, c'est un terreau très fertile pour véhiculer des messages haineux et de la désinformation. Idem à Mayotte, qui a été dévastée par le cyclone Chido. Donc reste à savoir maintenant quels effets auront ces discours qui continuent, qui se poursuivent sur les résultats des municipales. Est-ce qu'on pourra parler d'ingérence? À mon sens, oui, mais bon, ça il faudra voir fin mars, le 22 mars. Hélène, vous nous parlez des pays de dictature quand même, hein. Mais est-ce qu'il y a des pays démocratiques? Je pense évidemment aux États-Unis américains depuis l'arrivée de Trump au pouvoir, ou d'autres pays qui sont sous influence qu'on peut appeler des pays libéraux en Europe. Il y a la Hongrie, enfin, c'est pas ce qui manque, également la Slovaquie. Est-ce que là aussi il y a de la désinformation? Voilà. Est-ce que nos amis, entre guillemets, font de la désinformation? Alors oui, ils font de la désinformation, les États-Unis en l'occurrence, puisque c'est à eux qu'on pense. Les États-Unis et la droite radicale américaine, la mouvance MAGA, fait de la désinformation, à commencer chez eux. Elle s'institutionnalise là depuis la réélection, enfin le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, on a pas mal travaillé dessus, notamment en termes de santé. Mais les autorités françaises surveillent de près ce mouvement MAGA qui entretient des liens manifestes avec les partis nationalistes et conservateurs chez nous, à tel point que Matignon, il y a quelques semaines, a dit que tous les voyants étaient au rouge. Alors, reste à savoir si on parle d'ingérence, d'influence ou d'interférence. On distingue deux formes de manipulation. L'influence qui relève du soft power, c'est du réseautage, des prises de position publiques et assumées avec un acteur étranger, un mandant étranger, tout ça pour influencer une décision publique. En France, pour ce qui concerne l'influence américaine, conservatrice, on a une association qui s'appelle la Bourse Tocqueville qui met en place, par exemple, des échanges entre les conservateurs français et outre-Atlantique. Et puis, il y a l'ingérence. Alors là, ça fait appel plutôt à des actions secrètes, illégales, malveillantes et souvent s'appuyant sur de fausses informations, justement, pour peser sur un débat public, en l'occurrence un scrutin. Viginum, qui définit les ingérences et observe les ingérences numériques étrangères, retient 4 critères. Il s'agit de chercher à atteindre les intérêts fondamentaux de la nation. Il faut que les contenus soient manifestement inexacts ou trompeurs, qu'il y ait une diffusion artificielle ou automatisée, notamment par l'intelligence artificielle, et une implication directe ou indirecte d'un acteur étranger. Alors, partant de là, Viginum, officiellement, donc, dit n'avoir documenté à l'heure actuelle aucune action coordonnée émanant de la sphère MAGA. Pourtant, il y a quand même des signaux d'alerte. D'abord parce qu'il y a des pressions idéologiques, des pressions sur la justice française concernant les scrutins, et puis parce qu'il y a aussi l'appui des plateformes numériques qui sont pour le moins favorables à toute cette idéologie. Je reviens sur chacun de ces points, si vous me le permettez. D'abord, les pressions idéologiques. En décembre dernier, la stratégie de sécurité nationale américaine, la NSS, a clairement identifié la victoire de Marine Le Pen ou de Jordan Bardella comme un passage obligé pour
cultiver la résistance, là je cite, dans une Europe décadente. Et Trump se dit prêt à y consacrer tous les moyens nécessaires. Ça fait écho, en fait, à l'intervention du vice-président américain 6 mois auparavant, en février 2025, enfin un peu avant 6 mois. En février 2025, le vice-président J.D. Vance a défendu exactement la même vision à Munich, en parlant d'un suicide civilisationnel de l'Europe et en se basant lui aussi sur de fausses informations, des approximations, des informations sorties de leur contexte, par exemple des prétendus crimes de pensée en Écosse, il parlait d'une immigration de masse, tout ça évidemment, ça peut servir, on voit bien certains partis. La Fondation Jean Jaurès a dénombré plus de 20 fausses affirmations dans un discours de J.D. Vance qui durait 19 minutes seulement. Alors ça lui a valu d'être recadré de rechef par le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot, mais il a été encensé par l'extrême droite. Alors on voit bien que l'idéologie MAGA infuse en France, elle est reprise parfois mot pour mot par une certaine partie de l'extrême droite française, mais ça concerne effectivement plutôt des thématiques nationales. Je prendrai l'exemple de l'homicide de Quentin Derenque à Lyon il y a quelques semaines. Ça a été largement récupéré par les États-Unis avec sur les réseaux sociaux des déclarations qui s'appuient sur une lecture très politisée des faits. Ces messages insistaient beaucoup sur la violence croissante de l'extrême gauche, ce qu'ils appellent la radical left terror, dans un contexte en plus informationnel qui était très brouillé par des rumeurs, des intox au sujet de cette affaire. On a vu là aussi des deepfakes, de fausses vidéos, des faux portraits de Quentin Derenque. Du doxing aussi. Alors, doxing, c'est un mode opératoire qui consiste à rechercher des données sur la vie privée d'un individu. Alors là, c'était les auteurs présumés de l'homicide, et puis à les divulguer en ligne. Donc voilà, tout ça a été relayé, on le sait, par l'ambassade américaine à Paris, avec les conséquences qu'on a vues, et on n'a pas été loin de l'incident diplomatique quand même. La convocation de l'ambassadeur qui n'est pas venu, qui n'a pas été honoré. C'est la deuxième fois qu'on le convoque et qu'il ne vient pas. Il y a aussi Donald Trump qui dit publiquement qu'il faut acquitter Marine Le Pen dans l'affaire des députés européens. Ouais. Alors effectivement, et puis ça s'accompagne aussi d'une pression effectivement sur la justice française qui se fait parfois en sous-main parce que Donald Trump le dit publiquement, mais on a une magistrate française qui s'appelle Magali Lafourcade, qui est par ailleurs secrétaire générale de la commission consultative des droits de l'homme, qui en avril dernier a alerté le Quai d'Orsay. Et dans le cadre de ce procès, du procès en appel des assistants parlementaires d'eurodéputés du Rassemblement national, elle dit qu'elle a été approchée par 2 émissaires américains concernant Marine Le Pen, qui avait été rendue inéligible par condamnation en première instance un mois auparavant. Et elle raconte, Magali Lafourcade, que les 2 diplomates étaient convaincus que c'était un procès politique qui visait à l'écarter de la présidentielle et qu'en fait, ils recherchaient des éléments pour accréditer cette thèse-là, quitte à s'appuyer sur une désinformation et à manipuler le débat public. C'est la 2e fois, apparemment, que il y a de telles pressions sur la justice française qui arrivent parce qu'auparavant, des magistrats qui ont eux aussi traité ce dossier brûlant disent avoir reçu des menaces de sanctions américaines. Et puis je disais aussi, tout ça c'est servi par des plateformes numériques extrêmement complaisantes, voire favorables à cette idéologie MAGA. En novembre dernier, le patron de Viginu, Marc-Antoine Briand, a été auditionné au Sénat et à l'époque, il appelait les parlementaires à considérer les plateformes comme des acteurs de la menace informationnelle qui seraient capables d'agir sur le débat public en France au travers de leurs algorithmes
et via notamment l'abaissement des politiques de modération. On sait que Ouais, depuis c'est le la rachat question que je voulais de poser à Vincent Berthier, parce que je sais qu'il a travaillé là-dessus. Peut-être avant de vous donner la parole, Vincent Berthier, après je reviendrai vers vous, Hélène. Peut-être à dire à nos auditeurs que, je l'ai pas dit au début, mais il y a une discussion dans le cadre du webinaire et on va garder un moment pour pouvoir répondre à leurs questions. Donc, n'hésitez pas à envoyer vos questions tout au long. Maintenant, quelle heure il est 19h12. Oui, on a encore le temps, on a encore une demi-heure avant de prendre les questions. Donc, n'hésitez pas à écrire vos questions et je les reprendrai et on y répondra. Oui, Vincent Berthier. Alors, c'est de l'influence, c'est de l'ingérence, c'est de la désinformation. C'est un peu compliqué avec nos amis américains. C'est très compliqué avec les Américains, parce que les Américains, si vous voulez, ils ont ce qu'on appelait à l'époque dans le jeu vidéo le cheat code. Ils ont le code de triche, c'est en effet cet accès aux plateformes. Et aujourd'hui, on voit bien qu'il y a eu au niveau de l'administration Trump, notamment une stratégie que nous on a appelée en hommage à celui qui selon nous l'a inspiré, une stratégie de muskification de l'espace informationnel des plateformes. Pourquoi on parle de muskification? On fait référence donc au travail qu'a fait Elon Musk, donc le nouveau propriétaire de Twitter, qui est depuis devenu X, quand il a racheté ce réseau, qui était un travail de SAP, de l'organisation d'un réseau social, qui était déjà un réseau qui posait beaucoup de problèmes. Twitter, je veux pas donner l'impression que Twitter était un paradis informationnel, ça n'était pas le cas. Mais avec Musk, ce qui s'est passé, il s'est passé une stratégie de systématisation, d'à la fois de l'affaissement des politiques de modération, de développer des services On a des qui coupures de permettent son. structurellement de renverser la Vincent, désinformation. Vincent, on a des coupures de son. J'ai l'impression que vous avez des problèmes de Est-ce que vous réseau. m'entendez là? Ouais, mais par moment, vous êtes coupé. Ah oui, c'est possible, j'ai un très mauvais réseau ici. Ah, nous allons Écoutez, protester unanimement. Allez-y. et, euh, ce qui s'est passé ce qui est très intéressant, c'est qu'Elon Musk en fait, a appliqué, a expérimenté, comme il sait très bien le faire d'ailleurs en tant qu'entrepreneur, et il a mis en place des effets de restructuration de son réseau qui permettent mécaniquement de favoriser la désinformation. Et l'une des premières stratégies, ça a été de transformer la petite coche bleue qu'on pouvait voir aux côtés de pseudonymes sur Twitter, qui permettait auparavant d'attester que la personne qui affichait une identité était bien cette personne. En fait, il l'a transformé en compte certifié qui permet tout simplement d'être plus visible. Il a accompagné sa restructuration de Twitter d'un discours avec une incitation politique où en fait il estimait que Twitter ne valorisait pas les voix conservatrices et donc il voulait amplifier ça. Et surtout, ce qui est assez intéressant, c'est il a mené une charge sabre clair contre les médias et contre la régulation européenne. Et ça, c'est particulièrement intéressant. Nous, on avait fait une enquête sur comment Elon Musk se servait de son propre réseau social pour parler des médias, et on avait estimé il attaquait les médias en moyenne 3 fois par jour. C'est un tweetomane compulsif, Elon Musk, mais parmi son débit de parole soutenu, il attaque les médias particuliers et il les attaque avec une stratégie qui est assez claire en fait. Il s'agit d'abord de les présenter comme étant des ennemis politiques, donc d'utiliser sa notoriété et sa visibilité algorithmique, parce que c'est quelqu'un de très visible sur le réseau. Hein. Aujourd'hui, vous créez un compte sur X et vous allez rapidement voir une publication d'Elon Musk, même si vous le suivez pas. Il attaque les médias pour dire que c'est de la propagande à l'état pur et, et qu'ils sont là ils sont là pour mentir et manipuler l'opinion. Il valorise un certain nombre de comptes en les repartageant, que l'organisation NewsGuard a identifié comme étant des comptes qui sont des super diffuseurs de désinformation. Et là, on parle pas juste de gens qui font de la critique. Là, on parle de gens qui partagent des informations qui sont fausses, vraiment. Et troisième point de sa stratégie, c'est qu'il présente son propre réseau social comme étant une alternative aux médias. Et en fait, tout ce qui se distingue
avec cette stratégie, quand on parle du mouvement MAGA, n'est pas innocent. Parce que Donald Trump a fait campagne contre les médias. Il a fait, et en fait, il y a cette stratégie de renouveler en fait le paysage informationnel en fait en instaurant des créateurs de contenu, des influenceurs plutôt, et de les opposer aux médias, qui est particulièrement intéressant. Aujourd'hui, les plateformes sont en effet appelées à travailler avec l'administration Trump, notamment via la critique de la régulation européenne, le Digital Services Act, qui est considéré côté américain comme étant un instrument de censure extraterritoriale européenne. Et ce qui est intéressant, c'est que là, l'idéologie se confronte aussi avec des intérêts qui sont de souveraineté, c'est-à-dire qu'en fait, deux visions de la liberté d'expression s'opposent totalement. La vision européenne, qui est une vision qui associe la liberté d'expression, qui est, pour rappel, la liberté de communiquer des informations, mais aussi celle de les recevoir, et qui associe un certain nombre de responsabilités, c'est-à-dire que vous pouvez pas dire ce que vous voulez, parce que par exemple, la diffamation est interdite, l'insulte, l'atteinte à l'intimité, enfin, ce sont des choses qu'on refuse en Europe, qui s'opposerait à cette vision particulière de la liberté d'expression qu'a particulièrement le mouvement MAGA aux États-Unis, qui a une vision qu'on appelle, Vincent, je vais vous proposer qui est en fait, Vincent, excusez-moi, je vais vous proposer de couper oui. la caméra. Je n'ai rien contre votre physique, mais je pense que le son sera meilleur parce que de Eh bien, si temps vous le en souhaitez. temps, il y a une coupure. Mais je vous en prie, vous pouvez poursuivre, évidemment. Et donc, côté américain, la liberté d'expression est le premier amendement de la Constitution américaine, est au contraire perçue comme étant une limitation du pouvoir de l'État contre les citoyens. Et donc, on a ces deux visions qui sont antagonisées, à la fois pour des intérêts idéologiques, mais aussi pour des intérêts économiques, parce que la régulation du numérique à l'européenne apporte atteinte directement aux intérêts économiques. Sébastien Grosmaître, un peu pour poursuivre avec ce que vient de dire Vincent, j'ai beaucoup de questions autour de, mais finalement, quelle est la place des réseaux sociaux dans cette désinformation? Est-ce qu'on peut évaluer? Est-ce que c'est la moitié? Est-ce que c'est les trois quarts? Est-ce que finalement, on n'en sait rien? Est-ce que ça, vous avez travaillé sur ces questions à Ouest France? Alors sur la proportion, non, ce serait difficile de pouvoir vous dire. On sait qu'il y a eu une forme de, effectivement, dans le rapport aux médias, il y a pu avoir quelque part une partie de la population qui a pu s'en détourner, pensant qu'elle n'était sans doute pas assez critique vis-à-vis des institutions, et s'est détourné de la presse traditionnelle ou des médias traditionnels. Et effectivement, ils se sont reportés à la création des réseaux sociaux. Facebook, c'était 2004, hein, mais surtout dans les années suivantes, sur des réseaux sociaux qui les ont complètement nourris grâce enfin, en tout cas avec les algorithmes, dans leur bulle informationnelle, et pour certains dans des bulles complotistes. Et on a vu que ça a pris de plus en plus de place. Je voulais quand même le pondérer quand il était question tout à l'heure de quels étaient les modes d'information autour des municipales. On parlait aussi du mode de rapport de confiance vis-à-vis des maires. Je pense qu'il reste encore un rapport de confiance important vis-à-vis de la presse de proximité, parce que la presse de proximité, elle est aussi très incarnée, également comme les maires. Ouest France, nous, on a 2000 correspondants locaux, on a 700 journalistes, ce sont des gens qui sont connus sur le terrain. Et effectivement, une grande partie des gens maintenant s'informent sur les réseaux sociaux, mais regardez quand même, ce qu'ils relaient sur les réseaux sociaux, ce sont notamment des contenus de la presse quotidienne régionale ou de la presse hebdomadaire qui restent quelque part. Regardez quand même cette info que j'ai vue dans les médias, donc qui sont peut-être pas toujours achetés, entre guillemets, mais ils sont relayés. Ça pose même une question, quelque part, d'une forme de pillage, parce que ces contenus-là sont reproduits de façon gratuite en faisant fi des questions de droit d'auteur. Mais ça pose la vraie question, qui est celui du rapport de confiance que l'on peut avoir vis-à-vis des médias et des institutions, et que l'on doit continuer à travailler. Ce rapport de confiance, il a pu être érodé, notamment parce qu'aussi des milliardaires ont été acquéreurs de certains médias, et que le rapport à l'indépendance de l'information a dû être questionné. Alors, Ouest France, nous, on est quelque part une forme d'exception dans le paysage de la presse française, puisqu'on appartient à une association loi de 1901, qui n'est pas là pour
gagner de l'argent, mais qui est là pour répondre à une mission. Et l'une des missions, notamment, c'est d'essayer de servir les principes qui sont ceux de la démocratie ou de la République, d'essayer d'avoir un espace où on essaye encore de s'écouter, si ce n'est de s'entendre. Et ça reste encore quelque chose qui devient difficile dans la société d'aujourd'hui, essayer d'entendre le contradictoire. Et on essaye de le porter, et on essaye de le porter face aux réseaux sociaux. Vous avez raison. Quelle est encore la proportion? Il y a un combat qui doit se mener tout le temps, que l'on orchestre, nous, avec beaucoup d'autres médias qui sont animés par des valeurs qui sont ceux de l'information vérifiée, factuelle. C'est ce qui nous anime au quotidien, mais c'est ce qui nous a amené aussi à nous retirer, nous, du réseau X. Complètement, ce que disait Vincent Berthier était complètement exact. On est sur un ring de désinformation. Ce sont des espaces qui ne respectent pas la loi, tout simplement. Nous sommes des médias, nous sommes responsables devant la loi. Quand on édite quelque chose, on a une responsabilité. Nous n'avons pas le droit de diffamer, nous n'avons pas le droit à l'injure, nous n'avons pas le droit aux propos xénophobes ou aux propos qui font l'apologie du racisme ou ce genre de choses. On est tenu par la loi là-dessus et c'est très bien. Et si on ne le fait pas, on est attaqué et on va en justice et c'est très bien. Le vrai problème aujourd'hui des réseaux sociaux, c'est l'impunité complète. Et si on se fait retirer de X, c'est parce que sur X, vous pouvez diffamer, injurier, et c'était le cas pour nos journalistes aussi, être menacé de mort, avoir son domicile mentionné dans certaines affaires et de façon systématique. Et comme ce qui était dit, de façon orchestrée aussi, parce que l'arbitre, qui est le modérateur de ces réseaux sociaux, maintenant a décidé de se retirer pour dire tous les coups sont permis, mais non seulement tous les coups sont permis, mais en plus, je vais favoriser les coups les plus bas. Et la question est de se dire, est-ce qu'il faut continuer à être acteur de ces réseaux sociaux qui sont des acteurs plutôt complètement de la désinformation. Voyez ce que ça a fait aux États-Unis avec le Capitole, à quoi ça a amené. Regardez, vous l'avez cité, notamment autour de la Roumanie, et on voit bien que c'est un vrai sujet qui nous concerne tous, de quel espace d'information on veut pour contribuer à essayer de vivre ensemble et à vivre ensemble de façon la plus apaisée qui soit, ou en tout cas à essayer de faire société. Ça, c'est ce qui nous anime particulièrement. Alors justement, Bruno Courtois, c'est un peu la surprise. Jusqu'à maintenant, les choses étaient bien identifiées. Les Russes, Hélène parlait tout à l'heure de l'Azerbaïdjan, voilà, les Chinois évidemment, enfin toute une série de pays de dictature. Et là maintenant, on tombe avec les Américains. Nos amis deviennent un peu nos ennemis. C'est une découverte, non? Est-ce qu'on doit les mettre sur le même plan? Est-ce que c'est une vraie désinformation? Alors, ce que vous soulignez, là, je prends presque ma casquette d'ancien général, finalement. Donc, les Américains, c'est le paradoxe, parce que les Américains, c'est à la fois, et en matière de renseignement, c'était exactement ça, c'est-à-dire des alliés puissants et fiables, notamment en matière de contre-terrorisme. N'oublions pas les années face à Daesh, hein. Mais en même temps, des adversaires absolument redoutables, en particulier dans le domaine économique. Et là, pour nos auditeurs, hein, souvenons-nous en particulier de l'affaire des sous-marins australiens, le marché AUKUS qui a été dans lequel effectivement Naval Group et donc la France, puisque Naval Group c'est donc Société française de construction navale. Dès lors qu'on s'en prend à Naval Group, surtout dans le Pacifique Sud, on s'en prend vraiment à la place et à l'influence de la France dans cette zone du Pacifique Sud où nous sommes un membre à part entière compte tenu de la Nouvelle-Calédonie. Donc oui, effectivement, c'est le paradoxe, mais les militaires vous diraient aussi que les États-Unis, ça reste un espèce d'incontournable technique et tactique, ne serait-ce que par leur capacité d'intégrateur, en particulier d'abord leur capacité de production, d'exploitation du renseignement, en particulier du renseignement spatial, un renseignement tout à fait important, et notamment également leur capacité de commandement. C'est pour ça que la France est un pays en Europe qui va se doter d'une capacité de commandement en coalition, mais c'est vraiment les États-Unis, au niveau militaire, c'est vraiment l'intégrateur de capacités. Et puis, il y a des capacités qui possèdent en propre, hein, qui ont en particulier une puissance aérienne absolument redoutable qu'on voit à l'œuvre en Iran aujourd'hui. Donc, en fait, en réalité, c'est le paradoxe complet, mais qui, je crois d'ailleurs, est vécu par les militaires américains un peu dans leur chair aussi. Il ne faut pas oublier que depuis, je crois que
Depuis l'arrivée de Donald Trump au pouvoir, il y a plus de 22 généraux, 4 et 5 étoiles de l'armée américaine qui ont été remerciés. Donc vous voyez que ce paradoxe, il est vécu dans leur chair par des soldats qui sont quand même parmi nos plus vieux alliés. Et donc effectivement, c'est tout à fait ce qu'ont décrit et Sébastien Grosmaître et Vincent Berthier. Il y a effectivement toute cette machine liée aux plateformes numériques qui sont absolument redoutables pour nous. Et nous, on avait l'image effectivement nous finalement, les Européens qui essayons de nous battre, en particulier en nous fondant sur les outils de régulation comme le règlement sur les services digitaux. On est un peu pris finalement entre le marteau que décrivait Hélène Pédèche il y a quelques instants, de nos multiples adversaires, les Chinois, les Azéris, les Russes, etc. Et puis l'enclume qui est constitué par les grandes plateformes de réseaux sociaux. Et donc, c'est notre situation un peu d'Européens, mais c'est ce qui fait aussi à la fois et notre honneur et notre vitalité, c'est cette capacité de dire, nous, on développe une vraie souveraineté et on restera pas longtemps entre le marteau et l'enclume. Oui, Hélène Pédèche, je trouve ça. Du coup, vous l'avez d'ailleurs tous un peu cité, Viginum, on a l'impression qu'on s'accroche à Viginum, qui est cette institution qui dépend du ministère du Premier ministre, du cabinet du Premier ministre et qui travaille sur la désinformation. Mais au-delà, on a l'impression, alors après, qu'est-ce que c'est que l'administration américaine? Qu'est-ce que c'est que ces réseaux sociaux et ces sites que sont en particulier X, etc. Mais on voit bien que là, on est sur une situation de bascule. Le général Bruno Courtois parlait tout à l'heure de comment on a remercié toute une série de patrons de l'armée américaine de façon un peu vive, c'est le moins qu'on puisse dire, de la part du président actuel, Donald Trump. Est-ce que là, finalement, on est sur une bascule où on peut se poser clairement la question, on peut plus travailler avec eux, c'est fini? Alors je ne sais pas si on peut le dire. En tout cas, la France prend des précautions de langage officiellement pour ne pas s'éloigner. Ça reste officiellement des alliés, les États-Unis. Les États-Unis, en revanche, ne prennent pas ces précautions-là. Ils se privent pas d'accuser l'Union européenne, pas la France en particulier, mais l'Union européenne d'ingérence sur les scrutins. C'est en début d'année, la commission juridique de la Chambre des représentants des États-Unis a accusé la Commission européenne d'avoir contrôlé les discours politiques au moyen de vérificateurs de gauche. Je crois que c'est à peu près dans ces termes-là que c'était dit, ce qui aurait conduit à des censures lors des scrutins en Slovaquie, en France en 2024 avec les législatives, les européennes puis les législatives, aux Pays-Bas, en Moldavie et en Roumanie. Donc eux, ils ne prennent pas les précautions de langage qu'on peut avoir nous de notre côté. Je voulais juste rebondir, si vous me le permettez, sur les algorithmes de X. On s'interrogeait jusqu'à quel point ils pouvaient favoriser un candidat plutôt qu'un autre. L'ONG Global Witness que citait Vincent Berthier là tout à l'heure a révélé que lors des élections fédérales en Allemagne en février 2025, plus de la moitié des contenus politiques qui étaient recommandés sur X étaient favorables à l'AfD, le parti d'extrême droite. Et puis sur TikTok, parce qu'il n'y a pas que X, ça montait jusqu'à 78% de contenus favorables pour l'AfD. En France, on est en droit de se poser la question. Il y en a même qui ont franchi le pas. Le mois dernier, l'algorithme X a été soupçonné de favoriser les vidéos de la candidate extrême droite Sarah Knafo, les candidates horizon à la mairie de Paris. Selon une entreprise de veille qui s'appelle Arago, ces vidéos sur X ont généré 17,5 millions de vues rien qu'en janvier dernier. Alors comment apparemment l'algorithme suggérerait que les vidéos de Sarah Knafo apparaissent plus facilement dans les espaces de recommandation. Et alors, est-ce qu'il y a un lien de cause à effet? Toujours est-il que les intentions de vote la concernant en fin 2025 étaient de 6%.
En février, selon OpinionWay, ils ont doublé, ils sont montés à 12%. Donc bon, après, je me garderai bien d'assurer qu'il y a un lien de cause à effet. Il peut y avoir d'autres paramètres, notamment le fait qu'elle est extrêmement présente par rapport à ses concurrents sur les réseaux sociaux. Mais bon, voilà, le parquet de Paris, en tout cas, enquête sur le réseau X pour de possibles manipulations des algorithmes de recommandation. Alors, on a vu que ça a donné lieu à une perquisition dans les locaux parisiens de X et à une convocation d'Elon Musk en avril, je crois que c'est le 20 avril à Paris, d'où effectivement des accusations de censure politique en retour. Donc ouais, pour moi, concernant les États-Unis, tous les ingrédients d'une ingérence étrangère américaine sont réunis. Oui. Moi, j'ai une question alors qui est très précise. Enfin, c'est pas moi, c'est un de nos auditeurs qui est très précise pour Sébastien Gromette sur est-ce que vous avez eu raison de quitter X? Hein, notre auditeur dit je comprends le point de vue de Ouest France, mais néanmoins, dans quelle mesure la question du renoncement au combat informationnel a été considérée lors de la décision du retrait? Plus dans la volonté d'obtenir une information saine, n'est-il pas dommageable de laisser le terrain aux agents de désinformation toujours sur X? Ça peut être une question, mais en même temps, vous alimentez ce réseau-là. C'est un réseau, et d'ailleurs, il y a une convergence d'intérêts entre Trump et les GAFAM. Il y a une convergence d'intérêts à la fois politique et économique. Ce qu'il faut savoir, et c'est même un paradoxe aujourd'hui, c'est comment des plateformes qui ne respectent pas le droit français, qui ne respectent pas le droit européen, à qui on ne peut pas, pour lesquels, si vous avez été menacé, insulté, bon courage pour intenter une action en justice. Ça peut durer très très longtemps et pour une finalité qui est très hasardeuse. Le vrai sujet, l'un des vrais sujets, c'est de se dire pourquoi les responsables politiques nationaux et internationaux continuent à utiliser X alors qu'ils savent qu'ils foulent les règles et les lois que eux-mêmes ont votées. Ça peut aussi poser question. Et à un moment, il faut se dire que effectivement, on doit amener sa pierre à l'information, à la vérification de l'information, parce qu'on sait que quand il y a des grandes vagues de désinformation, contribuer à amener des éléments pédagogiques d'information vérifiée, ça a tendance à plutôt à atténuer ces vagues de désinformation. Mais il y a des espaces qui sont devenus tellement pollués dont on ne respecte pas nous-mêmes les règles et déontologiques et légales. Et à ce moment-là, on se dit qu'on ne doit pas contribuer à venir nourrir la bête. C'est le principe qui a été le nôtre en tout cas. Merci. Alors, j'ai une autre question qui visiblement là est pour Vincent Berthier. A-t-on des retours concrets sur les méthodes ou les outils de sensibilisation qui marchent auprès du public et sensible aux ingérences informationnelles? Le paradoxe dans la lutte contre les manipulations de l'information est que ceux qui y sont les plus sensibles et visés sont souvent ceux qui ont perdu confiance dans les institutions, ceux qui se méfient d'un discours de dénonciation de la désinformation venant de l'étranger, qui voient dans ce discours une manipulation. Comment les toucher? Comment faire? Alors oui, c'est flagrant. Moi, j'ai même jusqu'à dire qu'ils sont visés parce qu'ils ont défiance dans les institutions. Et que, en effet, c'est ce qu'on disait quand on parlait de manque de confiance, c'est ce terreau fertile. Et c'est la question, au-delà de l'effet de la lutte contre la désinformation, aussi de l'effet de la désinformation. Quel est-il? Euh, Est-ce que finalement il va convertir des gens ou est-ce qu'il va exploiter des doutes qui sont déjà bien ancrés? En fait, il y a des myriades de désinformations qui ont des stratégies différentes. On va avoir des informations qui sont extrêmement ciblées, qui vont coller à des narratifs. Euh, et on en a d'autres qui vont finalement faire des paris, c'est-à-dire en fait viser le plus largement possible en espérant que ça reprenne. Pour répondre à la question, on n'a pas énormément de données sur ce qui marche pour lutter contre la désinformation. On sait que le fact-checking, qui est donc le journalisme de vérification, qui, euh, qui a été fortement attaqué donc, puis par Mark Zuckerberg en janvier 2025, peut avoir un effet sur la lutte, sur la viralité et la diffusion des fausses informations s'il vient à temps. Et c'est toute la difficulté, c'est qu'ils viennent à temps. Hein, et là, je sais pas faire insulte aux fact-checkers que de reprendre l'expression qu'ils utilisent
même, c'est-à-dire faire le fact-checking sur les réseaux sociaux, c'est, je cite, vider l'océan à la petite cuillère. Donc, c'est un travail qui est extrêmement compliqué. Nous, la vision qu'on a à RSF de la désinformation, c'est qu'on la voit aussi comme un sujet, on va dire, d'économie, dans le sens où aujourd'hui, on est dans une économie des plateformes qui, en fait, donne un avantage au contenu de désinformation par rapport au contenu journalistique qui, comme Sébastien le rappelait, en fait, sont des contenus qui sont coûteux à produire. Parce que la vérification d'une information, c'est toujours plus long que de dire n'importe quoi. Parce que le respect contradictoire, ça demande souvent d'attendre. Parce que le fait de recouper plusieurs sources, c'est aussi des choses qui prennent du temps et qui sont en fait factuellement coûteuses. C'est pour ça que nous, parmi les solutions qu'on propose, on propose aussi de repenser les logiques algorithmiques, puisqu'aujourd'hui les algorithmes distribuent de manière un peu indifférenciée tout type de contenu dans une logique qui est celle du marché, c'est-à-dire que finalement c'est les utilisateurs eux qui vont décider en fonction de leurs strictes interactions de qui vont donner des données qui vont servir à leur fournir des sélections de contenu. Nous, on pense que sur les sujets, on va dire d'information, les politiques, il est quand même important de pouvoir valoriser les gens qui travaillent de manière fiable, respectueuse, et on a mis en place une norme qui s'appelle la Journalism Trust Initiative, qui permet en fait d'auditer non pas le contenu, nous on veut jamais, mais mais d'auditer en fait dont le contenu a été produit, c'est-à-dire est-ce qu'il a été produit par des gens qui respectent les standards journalistiques ou non. Bruno Courtois, justement sur cette question de comment faire. Oui, moi je vous remercie Gérard. Je voulais simplement citer les travaux d'un chercheur qui s'appelle Grégoire Darcy, et donc qui lui souligne que la désinformation, en fait, elle correspond soit à des réalités psychologiques, soit à des besoins identitaires. Et en particulier, il souligne qu'il y a vraiment des vulnérabilités liées au fait qu'on est isolé, professionnellement sans perspective, qu'on a pu souffrir soi-même d'isolement dans l'enfance. Enfin, il y a toute une série autour de l'enfermement. Et là, j'en reviens du coup à notre sujet sur les élections municipales, parce qu'un des remèdes, finalement, c'est de briser l'enfermement numérique, au moins en partie. Et là, on est vraiment dans le rôle des maires. Parce que c'est les maires et évidemment leurs adjoints autour qui peuvent, dans leur commune, susciter le fait de faire ressortir les gens. Parce qu'une des vulnérabilités à la désinformation, c'est vraiment d'être collé à son écran tout le temps. Et donc la réalité, c'est d'encourager tout le retour du lien social de contact. Et là, pour faire ça, il faut qu'un peu qu'on brise cette espèce de carcan qui nous sert depuis le Covid. En fait, on paye un peu aussi les années d'enfermement Covid, qui fait que on a créé cette espèce de vulnérabilité que décrit très bien Grégoire Darcy dans un bouquin qui va sortir prochainement. Alors j'ai une autre question, alors c'est plutôt, je l'imagine, pour Hélène. Quelqu'un qui nous dit quelles sont les actions de la France pour intoxiquer les réseaux dans l'autre sens, et qui conclut par la meilleure défense, c'est l'attaque. À part Viginum qui est là pour dire attention, etc., est-ce qu'il y a une contre-offensive française sur la désinformation? Alors, je peux citer, depuis août 2025, le ministère des Affaires étrangères a fait l'inverse d'Ouest France, mais s'est créé un compte sur X, justement, qui s'appelle French Response. On en a pas mal entendu parler à fin 2025, qui est en anglais et qui débunk souvent avec pas mal d'ironie, des fausses informations générées de l'étranger. Je regardais tout à l'heure, ça va tranquille, mais ils sont à peu près à 200 000 abonnés à l'heure actuelle. Donc voilà, c'est le premier exemple qui me vient à l'esprit. Après, rien ne vaut la prévention. On fait pas mal d'éducation aux médias. On n'est pas forcément les meilleurs en France, mais il y a quand même de belles choses qui se font, et parfois dès la maternelle, via le CLIMI. Alors je me souviens plus ce que veut dire l'acronyme, mais c'est de l'éducation aux médias.
Voilà. Viginum, dont on parlait, a créé une académie là à la rentrée 2026, et notamment par le biais de sessions, des formations de sensibilisation et de formation des journalistes aux menaces d'ingérence numérique étrangère. J'en suis. Là, depuis le mois de janvier, j'ai commencé à me former avec eux. On est une douzaine de journalistes pour cette formation pilote là qui va s'étirer jusqu'au mois de juin. Voilà les exemples auxquels je pense. Et puis, si, toujours en parlant de Viginum, elle a publié et elle a distribué à l'intention des candidats aux élections municipales un guide de sensibilisation, je l'ai là, hein, un guide de sensibilisation à la menace informationnelle, donc à destination, alors là c'est des journalistes, mais c'est aussi à destination des candidats aux élections municipales. Il y avait eu avant à l'intention des candidats aux élections législatives, voilà, avec un petit lexique, de mémoire, il y a aussi comment dirais-je, sont répertoriés les risques d'atteinte. Voilà ce à quoi je pense là tout de suite. Oui, j'ai une autre question qui va un peu dans le même sens, et peut-être c'est plus pour Vincent Berthier. Quelqu'un qui nous dit: est-ce que l'étude de la désinformation ne pourrait pas être une matière enseignée par l'école, par l'éducation nationale? Beaucoup d'élus locaux et de candidats sont peu compétents et donc fragiles. Comment les informer? Écoutez, oui, ça c'est tous les enjeux d'éducation aux médias, et on est à des enjeux de compréhension de comment fonctionne la désinformation, de se mettre à jour sur comment elle fonctionne, parce qu'on en apprend énormément. Il ne faut pas non plus penser que c'est un continent bien connu et bien cartographié. La désinformation, on a toujours, quand nous tous qui nous intéressons à sa documentation et à lutter contre elle, on a toujours un temps de retard, hein. Les désinformateurs sont pas particulièrement créatifs, peu importe leur nationalité et les intérêts qu'ils défendent. Oui, il y a intérêt en effet à mieux éduquer à ces enjeux-là, à mieux éduquer globalement aux médias, hein, à mettre quand je parle d'éducation aux médias, enfin, vraiment de comprendre ce qu'un média fonctionne, comment il ne fonctionne pas aussi, parce moi je le vois parfois beaucoup de fantasmes qui sont nourris et à l'égard des médias, et en effet il y a aussi ce besoin de sensibiliser les décideurs politiques, y compris au niveau européen. On a parlé de la réglementation sur les services numériques. La réglementation européenne sur les services numériques a mis en place beaucoup de ce qu'on appelle d'autorégulation en matière de désinformation, dans le cadre d'un code de bonne pratique contre la désinformation, et parce que finalement, je pense que les enjeux de souveraineté informationnelle au niveau européen n'étaient pas forcément bien compris au moment où le règlement européen sur les services numériques a été mis en place. C'est-à-dire qu'on était à une époque où finalement, qui n'avait rien à voir avec celle dans laquelle nous vivons aujourd'hui, où les plateformes n'avaient pas montré toutes leurs dents face à la régulation européenne et face à ces enjeux de modération. Et alors, toujours dans le même sens peut-être, et toujours sur la même question, Sébastien Grosmet, ça veut dire que les journalistes de Ouest France, vos journalistes, est-ce qu'ils vont dans les lycées, dans les collèges? Est-ce qu'ils sont sollicités pour expliquer ce que c'est non seulement le métier de journaliste, mais qu'est-ce que c'est que la désinformation? Comment lutter contre la désinformation? Est-ce qu'il y a un travail commun avec donc d'un grand journal de la PQR, avec le rectorat, pour améliorer et dès le plus jeune âge pouvoir informer et préparer? Oui, complètement. Nous, on le fait de longue date d'ailleurs, hein. On fait des journaux des lycées, on fait des journaux avec des collèges, on fait des interventions dans les écoles autour des ce qu'on appelle des conférences fake news, justement pour en parler avec la nouvelle génération, et qui nous apprend aussi la façon dont elle peut elle-même agir en ce sens-là. C'est important. Il y a une prise de conscience même national, on va dire, autour de ça. Mais les moyens alloués sont toujours restés extrêmement minimes. Donc, il y a pu avoir beaucoup de discours, mais la réalité de l'action, elle reste à impulser de façon massive, parce que je rejoins les interlocuteurs qui évoquaient là-dessus. Il n'y a pas
un levier de bataille. La bataille, elle doit se mener dans l'éducation aux médias, dans l'éducation tout court, dans la mobilisation de la société civile, à l'image de ce que vous faites là. C'est important pour comprendre ça, les prises de conscience, qu'elles soient partagées. Et ensuite, sur des actions législatives, qu'elles soient nationales ou européennes, il y en a actuellement, mais elles doivent être encore plus poussées. Et puis la capacité judiciaire derrière à pouvoir agir. Parce qu'une législation sans capacité d'action judiciaire, elle est somme toute assez limitée. Donc on voit bien que c'est l'ensemble de ces actions-là qui sont très importantes de mettre en œuvre pour pouvoir préserver un espace informationnel et donc démocratique qui soit important. Mais vous avez raison, les médias ont leur part à prendre, et notamment, là aussi je suis d'accord, il faut sortir des écrans, il faut se rencontrer, puisque les écrans nous ont enfermés, les écrans ont fait écran, nous ont emmenés dans des algorithmes, nous ont amenés à ne pas réussir à accepter un point de vue divergent. Et ça, c'est le fait de sortir de nos coquilles individuelles ou collectives pour réussir à retrouver une culture qui est plus une culture du compromis, de l'écoute, et pas de quelque chose qui est d'un absolu vérité qui nous appartient à nous et qu'on n'accepte pas de partager avec les autres. Oui, toujours sur cette question, Hélène, peut-être si vous avez plus d'informations sur comment faire. Alors, je voulais en fait compléter ma réponse à la question précédente sur Ah oui. une réponse offensive, un peu plus offensive. J'y ai pas pensé tout de suite, mais voilà, il m'est revenu à l'esprit. On a eu nous en Bretagne, enfin dans l'Ouest plus généralement, un exercice militaire qui s'appelle Orion, qui a lieu tous les 3 ans, dont vous avez peut-être entendu parler. Et en fait, le ministère des Armées a fait ce qu'on appelle du pré-bunking, c'est-à-dire qu'il a publié des vidéos à l'avance en disant voilà, cet exercice va forcément générer de fausses informations, en disant que la France se prépare à envoyer ses soldats en Ukraine, etc. Mais voilà, c'est pas vrai. Et voilà à quoi sert cet exercice. Donc c'est la parade, quoi. Mettre en place une parade, parer avant que les informations, les désinformations, les fausses informations n'apparaissent, en disant voilà, ne croyez pas ce qu'on va vous dire, c'est ça. Donc bon, voilà, c'est peut-être un peu offensif. Officiellement, je crois que la France ne fait pas de désinformation de façon offensive. Voilà. Alors, il y a aussi des auditeurs qui donnent des conseils, ils ont raison, hein, qui veulent compléter d'une certaine façon l'intervention de Sébastien Grosmat. Quelqu'un nous dit, mais une des pistes est d'intervenir auprès des enseignants à travers leur plan annuel de formation. Effectivement, hein, c'est pas seulement pour les élèves, c'est pour tout le monde et en particulier pour leurs profs. J'ai aussi une question, alors très précise pour le général Courtois. Et je pense que c'est un lien effectivement dans le fait que vous êtes conseiller défense de Sopra Steria, quelqu'un nous dit, mais le danger aussi, c'est hélas avec les problèmes de cybersécurité, on a volé beaucoup de données. Les maires sont confrontés à ça, hein, sur les données qui sont volées, et on se sert de ces données dans la campagne de désinformation. Là encore, comment on fait? Ah, on vous entend pas. Il faut ouvrir votre micro. Mon micro. Alors, sur le sujet des vols de données, ça, vous avez raison, hein, les vols de données. Et d'ailleurs, vous aurez noté que c'est quasiment tous les jours. Donc, du coup, on a eu des grands vols de données à l'URSSAF notamment, etc. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? D'abord, c'est toujours la même chose. Sur ces grands problèmes, il est important que chacun fasse le maximum de ce qu'il peut dans son propre périmètre. C'est-à-dire bien périmétrer ses mots de passe. Vous savez que quand il y a un vol de données, par exemple, vos mots de passe peuvent apparaître en clair. Donc, si la boîte à qui vous l'avez confiée ne chiffre pas votre mot de passe. Donc, je crois que sur ces sujets de vol de données, avec les adresses qui circulent, je crois que malheureusement, on est quand même assez démunis
Maintenant, moi, ce que je voulais souligner quand même, c'est par rapport à nos élus, pour en revenir un peu au sujet de l'éducation, des élections municipales, et pour reprendre un peu ce que disait notre auditeur sur comment est-ce qu'on protège nos élus. Moi, ce que je voulais souligner surtout, c'est que d'abord, dans les solutions technologiques, on n'est pas tous obligés de subir des menaces comme en subissent 30% environ des maires ou de leurs adjoints ou de leur conseil d'administration française. Donc, du coup, il y a des solutions technologiques. Et moi, je souligne toujours, notamment une solution technique qui s'appelle Bodyguard, dont la vocation, dont la capacité, c'est de faire de l'effacement systématique de propos haineux sur les réseaux sociaux. Donc ça existe. Et donc, c'est une bonne manière. Je pense on n'arrivera jamais pour répondre à nos auditeurs, à protéger les fuites de données, machin, etc. Nos adversaires, nos attaquants, ils sont bons, ils s'appuient sur l'intelligence artificielle, ils vont vite, comme c'est souvent lié au crime organisé, ils ont des moyens financiers très importants. Donc, je crois que surtout, c'est les solutions il faut avoir confiance dans l'écosystème industriel français de lutte informationnelle. Il y a plus de 120 entreprises en France qui travaillent là-dessus. Ce sont des petites et moyennes entreprises ou des ETI. Nous, chez Soprasteria, on les a structurés autour de nous dans un écosystème. Enfin, on les a structurés, c'est un bien grand mot, mais en tout cas, on les aide à s'épanouir. Donc, je pense que, comme on l'a dit aussi, la meilleure défense, c'est l'attaque, c'est sans doute vrai, mais la meilleure défense aussi, c'est d'être bien défendu. Et pour ça, on peut s'appuyer sur cet écosystème. C'est pour ça que je prends volontiers cet outil Bodyguard de défense un peu automatique et systématique face aux propos insultants ou haineux en ligne. Alors, j'ai aussi, bonsoir, je suis enseignante. Il existe des initiatives d'éducation aux médias dans l'éducation nationale. Si vous voulez venir dans mon lycée, venez. Donc, il y a des appels à venir vérifier que, et heureusement, tout n'est pas négatif. Et il y a un vrai travail qui est fait. Je vois qu'il est 19h53. Le temps a passé assez vite. J'ai encore des questions, mais je pense qu'on ne pourra pas évidemment toutes les aborder. Peut-être un dernier tour de table rapide. Général, vous finissiez sur les municipales. On a commencé sur les municipales, c'est normal. On a aussi élargi un petit peu la focale. Est-ce que finalement, avec ces municipales, on va être dans les 10 jours qui viennent plus ou moins protégés parce qu'on l'a dit au début. Je me souviens début de l'intervention de Sébastien Gromette qui nous disait attention, c'est compliqué, chaque cas est différent et puis il y a une proximité, évidemment avec le maire qu'il y a beaucoup moins avec les députés et encore moins avec le président de la République. Mais est-ce que finalement cette protection n'est pas un petit peu cache un petit peu hélas ce qu'on va connaître juste après les municipales, c'est-à-dire la grande bagarre pour la présidentielle dans un an. Est-ce que c'est pas un peu ça le problème? Vous avez raison de dire que les municipales, c'est la grande répétition. Après, ce qu'on avait imaginé quand même depuis le début, je ne sais pas si on a eu raison, mais c'était de dire que localement, les équipes municipales, elles suivent les réseaux sociaux, les équipes municipales, elles connaissent leurs administrés. Quand il y a quelque chose qui sort, elles sont capables de réagir rapidement, etc. Et que les enjeux se joueront sans doute davantage dans les grandes villes. Voilà. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que jusqu'à maintenant, effectivement, il y a eu très peu de choses qui ont été détectées. Mais cet après-midi, le Cercle Pégase a identifié une saisine de Viginum par Pierre-Henri Bournazel, donc candidat à la mairie de Paris, qui lui saisit Viginum parce qu'il y a effectivement des tweets et une vidéo qui circulent. Vous pourrez regarder sur la page LinkedIn du Cercle Pégase, c'est bien expliqué, en disant que le projet de Pierre-Henri Bournazel, c'est de transformer le centre Pompidou, le centre Beaubourg, donc en centre géant d'accueil de migrants. Voilà, et donc du coup avec des comptes qui sont reliés au Nigeria, d'ailleurs, qui effectivement semblent liés aussi à une cagnotte de soutien aux candidats, etc. Donc on n'est pas loin du compte. On a été surtout qu'il est fermé pour plusieurs années pour travaux, donc voilà, c'est ça. Mais pour autant, quand vous n'êtes pas parisien, oui, alors vous me direz c'est des électeurs parisiens, mais pour autant vous créez quand même le doute. Voilà, donc, et puis tout le monde n'est pas au courant qu'il est fermé. Et puis ça crée quand même là aussi, et c'est ce que disaient Hélène, Sébastien et Vincent, ça suscite le doute. Voilà. Donc à suivre sur la page du Cercle Pégase si ce sujet de la saisine de Viginum par Pierre-Henri Bournazel vous intéresse. Sébastien, toujours sur cette histoire, c'est donc la répétition générale? Oui, très, très clairement.
je pense qu'il y aura des actions de désinformation autour du processus électoral. Vous allez voir apparaître, je suppose, des questions autour à certains endroits, peut-être de bourrage d'urnes ou ce genre de choses. Encore une fois, pour entacher ça. Mais la bataille, elle sera surtout sur des enjeux nationaux derrière. Et je profite d'une petite question que j'ai vue, et sans doute pour l'un des auditeurs, pour dire que on n'est pas dépendant de l'État français, nous ne sommes pas la seule de l'État français, nous avons notre propre indépendance, nos propres valeurs, notre propre mission. On interroge aussi l'action gouvernementale et c'est le rôle des médias en France. Par contre, on a vu beaucoup émerger des médias d'opinion aujourd'hui par rapport aux médias d'explication. Et donc ça, effectivement, dans le paysage français, c'est vrai, ça a changé depuis quelques années. Et ce qui a beaucoup changé aussi, c'est la notion des influenceurs sur les réseaux sociaux qui, eux, ne sont pas dans une posture de recul par rapport aux choses, mais par rapport à une posture justement beaucoup plus partisane et militante. Mais parlons-en de ça, parlons-en. C'est ce qui est très bien, plutôt que de rester sur des schémas dans lesquels on peut s'enfermer, peut-être nous aussi, débattons de ces choses-là, et on est prêt à le faire et à poursuivre là-dessus. Vincent Berthier, répétition générale. L'avenir nous le dira. C'est vrai que ça peut y ressembler. Après, on est dans une période qui est tellement chaotique qu'on a l'impression que chaque jour est une répétition générale pour le suivant. Donc, on est vraiment dans une situation qui est extrêmement angoissante de ce point de vue-là. Et c'est justement, puisqu'on parle d'élection, rappeler aussi des questions de principe. Pourquoi on parle de désinformation? On n'est pas juste sur des grands enjeux de stratégie et qui ont leur intérêt, et c'est bien d'en parler comme ça. La désinformation, c'est une violence qui est exercée envers chaque citoyenne et chaque citoyen. Quand quelqu'un lance des campagnes de désinformation, c'est pas juste quelqu'un qui fait des petits calculs politiques, c'est quelqu'un qui s'en prend à vous en tant que citoyen, parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui tente de porter directement atteinte à votre droit d'accéder à une information fiable, qui est le droit de tous les citoyennes et les citoyens dans une démocratie afin de garantir l'exercice de leur liberté. Puisqu'on parle d'élection municipale, puisqu'on parle de citoyenneté, je pense que c'est important de le rappeler, et aussi de penser la désinformation en ces termes. Quand on a une campagne de désinformation, même si elle ne prend pas, ça reste une attaque. Et ça reste quelque chose qui nous concerne tous. Et c'est un sujet qui doit aussi s'inviter dans le débat public. Le dernier mot pour Hélène, puisqu'il est presque 20 heures. Ouais, je voulais justement rebondir à l'instant sur ce que disait Vincent Berthier. La désinformation, on a bien compris, c'est polariser encore plus la société, cliver. Et le vrai danger, c'est que ça se traduise sur le plan physique à un moment donné, comme on l'a vu avec l'assassinat de Samuel Paty, par exemple. Juste pour terminer, je voulais dire que on a parlé pas mal d'acteurs étrangers qui seraient mus par des motivations économiques, politiques, idéologiques, mais dans son dernier rapport, son dernier bulletin hebdomadaire, Viginum, s'inquiète en fait beaucoup de désinformation et d'ingérence à visée lucrative. Elle dit qu'elle vient de détecter un écosystème de plusieurs pages Facebook, donc de sites internet, 15 sites web francophones, je crois, qui sont bien administrés de l'étranger, qui exploitent bien le débat public français, qui ont des contenus générés par intelligence artificielle avec toujours une approche polémique, un ton alarmiste, mais pas avec à visée politique, mais simplement pour générer du clic, pour faire de l'argent, un peu comme les attaques cyber en fait. Il y en a aussi, c'est uniquement pour que les données collectées soient revendues. Donc voilà, moi ça je trouve que c'est aussi un danger si ça se confirme, assez important, parce que le motif de l'argent, finalement c'est à travers tout le monde, et ça peut aussi être en interne. Merci Hélène. Oui, c'est vrai, on peut gagner de l'argent et on peut faire de la désinformation uniquement pour ça. C'est pas seulement pour des raisons politiques ou économiques ou sportives d'ailleurs. On est confronté, quel que soit d'ailleurs le métier qu'on fera, je le dis pour les jeunes parce que je sais qu'il y a beaucoup de jeunes auditeurs qui nous suivent là,
quel que soit le métier que vous ferez, vous serez confronté au problème de désinformation. Ne croyez pas que c'est une affaire de journalistes pour les journalistes. C'est une affaire de tout le monde. Et à travers cette bataille contre la désinformation, c'est une bataille pour la démocratie. C'est le fait qu'on puisse parler sur des faits. On peut, et c'est normal, ne pas être d'accord. On n'est pas des machines, on n'est pas des robots, on est des humains, on a des points de vue différents, on se confronte, mais au moins qu'on parte sur des bases qui sont des bases réelles et pas inventées ou par l'intelligence artificielle ou par des gens qui considèrent que la vérité n'existe pas et que ce qui compte, c'est cette post-vérité. Donc voilà, je voulais vous remercier, je voulais m'excuser auprès des auditeurs parce que d'abord il est 20h01 et on devait arrêter à 20h, qu'ensuite il y a beaucoup de questions auxquelles on n'a pas répondu, hein, mais tant pis, hein, ça veut dire que c'est notre deuxième conférence pour l'Observatoire de l'information et des stratégies d'influence, ça veut dire qu'il en faudra d'autres, on en fera d'autres. Je voudrais remercier Bruno Courtois, Hélène Pédèche, Sébastien Grosmaître et Vincent Berthier de nous avoir aidés à y voir un peu plus clair sur des questions qui sont à la fois fondamentales, mais également très compliquées à décrypter. Merci pour ce décryptage. Bonne soirée à tous. Merci. Bonsoir. Bonsoir.